Mes chers frères Sigma, arrêtez tout ce que vous faites. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui va bouleverser votre perception de ce que signifie réellement être un homme Sigma dans ce monde moderne. Pendant des années, nous avons célébré les aspects lumineux de notre nature, l'indépendance, la détermination, la résilience face à l'adversité. Mais aujourd'hui, il est temps de lever le voile sur quelque chose que personne n'ose aborder, le côté obscur qui sommeille en chacun de nous. Vous pensez connaître l'homme Sigma ? Détrompez-vous. Derrière cette façade de force et d'autonomie se cache une réalité bien plus complexe, parfois troublante, que la société préfère ignorer. Ce n'est pas par hasard si nous évoluons en marge des structures traditionnelles, alpha et bêta, car nous portons en nous des ombres que ces derniers ne peuvent comprendre ni accepter. Depuis des décennies d'observation et d'analyse comportementale, j'ai identifié des patterns récurrents chez les hommes Sigma qui défient les codes moraux conventionnels. Ces traits ne font pas de nous des monstres, mais ils révèlent une vérité dérangeante. Notre nature profonde échappe aux normes sociales établies. Nous sommes des êtres complexes, façonnés par une logique qui nous est propre, et cela effraie. Pourquoi ce silence autour de ces aspects? Parce que révéler ces vérités, c'est admettre que l'homme Sigma n'est pas le héros parfait que beaucoup imaginent. C'est reconnaître que notre force peut devenir notre faiblesse, que notre indépendance peut nous isoler dangereusement et que notre capacité d'adaptation peut nous mener sur des chemins moralement ambigus. Si vous êtes prêt à affronter cette vérité sans phare, alors restez, car ce voyage dans les profondeurs de l'âme Sigma changera à jamais votre compréhension de qui vous êtes vraiment. Et si cette révélation vous bouleverse autant qu'elle devrait le faire, abonnez-vous à Homme Sigma officiel, car nous sommes la seule communauté qui ose dire la vérité sur notre nature complexe. La solitude stratégique toxique. Mes frères, Sigma, parlons de notre première vérité dérangeante. Notre solitude n'est pas toujours noble. Contrairement à ce que nous aimons croire, notre tendance à l'isolement cache parfois une réalité bien plus sombre. L'homme Sigma utilise la solitude comme une arme. Nous nous retirons stratégiquement pour punir, manipuler et contrôler notre environnement. Cette solitude devient toxique quand elle sert à éviter les responsabilités relationnelles ou à infliger une souffrance silencieuse à ceux qui nous entourent. Prenons l'exemple de Marcus, un entrepreneur Sigma. Quand sa compagne exprime des besoins émotionnels, il disparaît littéralement pendant des jours. Pas de communication, pas d'explication. Cette pause stratégique n'est pas de la réflexion, c'est de la punition déguisée. Il sait que son silence l'a fait souffrir et inconsciemment, il en jouit. Notre solitude devient pathologique quand nous l'utilisons pour éviter les confrontations nécessaires, punir sans assumer notre colère, maintenir un sentiment de supériorité morale ou créer une dépendance émotionnelle chez les autres. Nous transformons notre besoin légitime d'espace en instrument de torture psychologique, le plus troublant. Nous rationalisons cette cruauté. J'ai besoin d'espace pour réfléchir, disons-nous. Mais la vérité, c'est que nous savons exactement l'effet dévastateur de notre absence sur les personnes qui nous aiment. Nous mesurons notre pouvoir à l'intensité de leur détresse. Cette solitude toxique nous transforme en fantômes émotionnels. Nous hantons la vie des autres par notre absence, créant un vide plus puissant que notre présence. C'est une forme de violence psychologique raffinée, d'autant plus cruelle qu'elle semble passive. L'autre souffre pendant que nous restons les mains propres. La reconnaissance de cette vérité est douloureuse mais nécessaire. Car tant que nous nions cette réalité, nous restons prisonniers d'un pattern destructeur qui empoisonne nos relations et notre propre bien-être psychologique. La manipulation émotionnelle invisible. Voici une vérité que nous préférons ignorer, mes frères Sigma. Nous sommes des maîtres de la manipulation émotionnelle. Non pas de cette manipulation grossière et évidente que pratiquent les alphas dominateurs, mais d'une forme subtile, raffinée, presque artistique dans sa cruauté.
L'homme Sigma ne crie pas, ne menace pas, ne fait pas de chantage explicite. Notre manipulation est bien plus perverse. Elle s'opère dans les silences, les regards, les non-dits. Nous savons instinctivement comment appuyer sur les boutons émotionnels des autres sans jamais laisser d'empreinte digitale sur nos crimes. Psychologique. Observez Thomas, consultant Sigma de 42 ans. Face à sa sœur qui lui reproche son absence lors de l'anniversaire de leur mère, il ne se défend pas. Il se contente d'un sourire triste, d'un hochement de tête compréhensif. « Tu as raison », dit-il simplement. Puis il ajoute, avec une fausse résignation, « J'ai toujours été celui qui décevait la famille. » En quelques mots, il transforme l'accusatrice en bourgeoise, retourne la culpabilité contre elle. Sa sœur finira par s'excuser de l'avoir blessée. Notre manipulation fonctionne parce qu'elle exploite l'empathie naturelle des autres. Nous nous positionnons en victimes incomprises, en génies solitaires que le monde ne mérite pas. Cette posture nous permet d'esquiver toute responsabilité tout en récoltant compassion et admiration. C'est un chef-d'œuvre de perversion psychologique. Le plus diabolique dans notre approche, c'est notre capacité à lire les insécurités profondes des autres avec une précision chirurgicale. Nous identifions leurs failles, leurs peurs secrètes, leurs besoins non satisfaits. Puis nous utilisons ces informations pour les maintenir dans notre orbite émotionnelle, créant une dépendance subtile mais puissante. Prenez l'exemple de David face à son manager. Au lieu de confronter directement une décision qu'il juge stupide, il adopte une attitude de déférence exagérée. « Vous avez sûrement raison, vous avez plus d'expérience que moi. » Mais son ton, ses micro-expressions trahissent un mépris, à peine voilé. Le manager sent cette dissonance, doute de lui-même, finira par modifier sa décision pour regagner l'approbation du Sigma. Mission accomplie, sans confrontation directe. Cette manipulation invisible nous procure un sentiment de supériorité grisante. Nous nous percevons comme des marionnettistes habiles, tirant les ficelles émotionnelles de notre entourage. Cette illusion de contrôle nourrit notre ego et renforce notre conviction d'être au-dessus de la mêlée humaine ordinaire. Mais cette capacité a un prix terrible. Plus nous maîtrisons ces techniques, plus nous nous déconnectons de nos propres émotions authentiques. Nous devenons si habiles à jouer avec les sentiments des autres que nous perdons contact avec les nôtres. Nous nous transformons en prédateurs émotionnels froids et calculateurs. La reconnaissance de cette réalité est essentielle pour notre évolution, car derrière cette manipulation se cache souvent une blessure profonde, une peur de l'intimité authentique qui nous pousse à contrôler plutôt qu'à nous connecter véritablement. L'indifférence comme arme destructrice. Mes frères Sigma, penchons-nous maintenant sur l'une de nos armes les plus redoutables, l'indifférence. Cette capacité à nous détacher émotionnellement que nous brandissons comme une vertu stoïcienne cache en réalité un potentiel destructeur terrifiant. L'indifférence de l'homme Sigma n'est pas un état naturel de sérénité. C'est une lame aiguisée que nous dégainons stratégiquement pour trancher les liens qui nous dérangent. Contrairement à la colère qui brûle et s'épuise, notre indifférence est un froid glacial qui tue lentement, méthodiquement, sans laisser de traces visibles. Regardez Laurent, architecte Sigma, face à son fils adolescent qui traverse une crise existentielle. Le jeune homme supplie son père de l'écouter, de le comprendre, de lui montrer qu'il compte. Laurent répond par un silence poli, des MMH distraits, un regard qui traverse son enfant comme s'il était transparent. Cette indifférence calculée détruit l'estime de soi du garçon plus efficacement que n'importe quelle violence physique. Notre indifférence fonctionne parce qu'elle nie l'existence même de l'autre. Nous ne le rejetons pas. Nous ne le combattons, nous l'effaçons simplement de notre réalité émotionnelle. Cette négation existentielle est l'une des tortures psychologiques les plus raffinées qui soient. L'autre se débat dans le vide, frappe contre un mur de glace qui ne réagit jamais. Le mécanisme est pervers dans sa simplicité. Face à une demande émotionnelle qui nous dérange, nous activons notre mode déconnexion. Nos traits se figent,
Notre regard se vide, notre voix devient monocorde. Nous sommes physiquement présents mais émotionnellement absents. Cette dissociation volontaire transforme l'autre en fantôme dans son propre drame. Prenez l'exemple de Julien face à sa compagne, qui lui reproche son manque d'investissement dans leur relation. Au lieu de s'énerver ou de se défendre, il adopte une attitude d'indifférence parfaite. Il écoute ses reproches comme on écoute la météo, répond par des phrases creuses, hausse les épaules avec une nonchalance étudiée. Sa partenaire finit par exploser de frustration et lui peut alors jouer la victime face à cette hystérie féminine. Cette indifférence nous procure un sentiment de toute-puissance grisante. Nous nous percevons comme des dieux olympiens regardant les mortels s'agiter en vain à nos pieds. Leur douleur ne nous atteint pas, leur supplication nous laisse de marbre. Cette imperméabilité émotionnelle nourrit notre ego et renforce notre conviction de supériorité. Mais le plus terrifiant, c'est notre capacité à doser cette indifférence. Nous savons exactement quand l'appliquer, à quelle intensité, pour quelle durée. Nous observons les effets de notre froideur sur notre cible avec la précision d'un scientifique étudiant une réaction chimique. Cette maîtrise technique de la destruction émotionnelle révèle une facette psychopathique de notre personnalité. L'indifférence devient notre refuge face à l'intimité. Plutôt que de risquer d'être blessés en nous ouvrant véritablement, nous préférons geler nos émotions et celles des autres. Cette stratégie de défense se transforme rapidement en arme d'attaque car notre froideur contamine tous nos rapports humains. Le prix de cette indifférence chronique est énorme. Nous créons autour de nous un désert émotionnel où rien de vivant ne peut subsister. Nos relations se transforment en théâtre où nous jouons le rôle du spectateur blasé pendant que les autres épuisent leur énergie vitale à tenter de nous émouvoir. Cette reconnaissance de notre capacité destructrice par l'indifférence est cruciale. Car derrière cette froideur se cache souvent une hypersensibilité blessée que nous avons choisi d'anesthésier plutôt que de guérir. Non. Le narcissisme masqué derrière l'autonomie. Mes frères Sigma, il est temps d'aborder l'une de nos vérités, les plus dérangeantes. Notre autonomie tant vantée n'est souvent qu'un narcissisme déguisé en vertu. Cette indépendance, dont nous sommes si fiers, cache en réalité une forme de mégalomanie sophistiquée que nous avons appris à rendre socialement acceptable. L'homme Sigma a développé l'art de transformer son égocentrisme en philosophie. De vie, nous ne disons jamais « je suis le centre du monde », nous disons « je n'ai besoin de personne ». Nous ne proclamons pas notre supériorité, nous la démontrons par notre détachement. Cette subtilité rhétorique nous permet de nourrir notre ego démesuré tout en gardant une façade de modestie et de sagesse. Observez Pierre, développeur Sigma de 35 ans. Il refuse systématiquement l'aide de ses collègues, préférant et passer des nuits blanches plutôt que d'admettre qu'il pourrait bénéficier de leurs compétences. Cette obstination n'est pas de la détermination, c'est du narcissisme pur. Pierre se considère comme intellectuellement supérieur à son équipe et refuse de ternir cette image en acceptant de l'assistance. Son autonomie affichée masque en réalité un mépris profond pour les autres. Notre narcissisme Sigma est particulièrement vicieux parce qu'il se nourrit de la frustration des autres. Plus notre entourage nous supplie de nous ouvrir, de partager, de collaborer, plus nous nous enfermons dans notre tour d'ivoire. Cette résistance nous procure une jouissance secrète car elle confirme notre statut d'être exceptionnel que les masses ne peuvent comprendre. Le mécanisme est diabolique dans sa simplicité. Nous transformons chaque situation sociale en test de notre supériorité. Face à un groupe qui discute passionnément d'un sujet, nous adoptons une attitude de détachement amusé. Notre silence n'exprime pas le respect ou la réflexion. Il crie « Vous êtes tous des enfants qui s'agitent, pendant que moi, l'adulte, j'observe vos futilités. » Cette posture nous permet de nous sentir au-dessus de la mêlée sans jamais avoir à prouver quoi que ce soit. Regardez comment Alexandre,
consultant Sigma, gère les réunions d'équipe. Il arrive systématiquement en retard, s'assoit à l'écart, consulte discrètement son téléphone pendant les présentations. Quand on lui demande son avis, il répond par des questions qui révèlent que ses collègues n'ont pas pensé à tel ou tel aspect. Cette technique lui permet de dominer intellectuellement sans jamais s'exposer au risque d'être jugé. Son autonomie apparente cache un besoin maladif d'être reconnu comme le plus intelligent de la pièce. Notre narcissisme se manifeste aussi dans notre rapport au temps et à l'espace. Nous considérons que notre temps est plus précieux que celui des autres, que notre espace personnel est sacré, tandis que celui d'autrui peut être envahi. Cette asymétrie révèle notre conviction profonde d'être des êtres d'exception, méritant un traitement spécial. Le plus pervers dans notre narcissisme, masqué, c'est notre capacité à le rationaliser en termes de protection personnelle. Je garde mes distances pour préserver mon énergie, affirmons-nous. Mais la vérité, c'est que nous gardons nos distances pour préserver notre illusion de supériorité. L'intimité véritable risquerait de révéler nos failles, nos doutes, notre humanité banale. Alors nous préférons rester dans notre château de solitude dorée. Cette forme de narcissisme est particulièrement destructrice parce qu'elle sabote nos relations de l'intérieur. Nous attirons les autres par notre mystère et notre apparente profondeur, puis nous les repoussons par notre incapacité à reconnaître leur valeur intrinsèque. Ils deviennent des faire-valoir dans le théâtre de notre grandeur personnelle. Prenez l'exemple de Mathieu dans sa relation amoureuse. Il choisit des partenaires intelligentes et accomplis, non par amour véritable, mais parce que leur qualité rejaillit sur lui. Regardez. Même cette femme remarquable n'arrive pas à me cerner complètement, semble-t-il dire au monde. Sa compagne devient un trophée vivant qui témoigne de sa propre exceptionnalité. Notre autonomie narcissique nous transforme en vampires émotionnels sophistiqués. Nous nous nourrissons de l'admiration, de la frustration, de la fascination que nous suscitions chez les autres, tout en maintenant une distance qui nous protège de tout engagement authentique. Cette prédation émotionnelle est d'autant plus efficace qu'elle semble passive. Le prix de ce narcissisme déguisé est terrible. Nous créons autour de nous une bulle de solitude dorée où personne ne peut véritablement nous atteindre. Cette isolation nous prive de la nourriture émotionnelle authentique dont tout être humain a besoin pour s'épanouir. Nous devenons des rois de royaumes vides. La reconnaissance de cette réalité narcissique est douloureuse, mais libératrice. Car derrière cette grandiosité se cache souvent une blessure narcissique précoce, une peur profonde de n'être pas assez bien qui nous pousse à construire ces murailles de supériorité factice. La vengeance froide et calculée. Mes frères, Sigma, abordons maintenant l'un des aspects les plus terrifiants de notre nature, notre capacité à orchestrer des vengeances d'une froideur chirurgicale. Contrairement aux alphas qui explosent dans des colères spectaculaires, nous pratiquons une justice personnelle méthodique, patiente, implacable. L'homme Sigma ne pardonne jamais vraiment. Nous archivons chaque humiliation, chaque trahison, chaque manque de respect dans les méandres glacés de notre mémoire. Ces blessures ne cicatrisent pas, elles se cristallisent en promesses de rétribution future. Notre vengeance n'est pas un feu de paille, c'est un hiver nucléaire qui peut durer des décennies. Prenons l'exemple de Vincent, directeur financier Sigma, humilié publiquement par son ancien mentor lors d'une réunion de conseil d'administration, il y a 7 ans. Vincent n'a jamais montré sa colère, n'a jamais évoqué l'incident. Mais pendant toutes ces années, il a patiemment collecté des informations sur les failles de cet homme, tissé un réseau d'alliances stratégiques, attendu le moment parfait. Aujourd'hui, il orchestre la chute professionnelle de son offenseur, avec une précision d'horloger suisse. La beauté diabolique de son plan. Sa victime ne comprendra jamais ce qui lui arrive. Notre vengeance est d'autant plus redoutable qu'elle opère dans l'ombre. Nous ne laissons jamais d'empreinte digitale sur nos crimes de justice personnelle. Nous manipulons les circonstances, les personnes, les informations pour que nos ennemis s'autodétruisent. Cette approche indirecte
nous permet de rester les mains propres tout en savourant notre triomphe silencieux. Le mécanisme de notre vengeance révèle une patience psychopathique. Nous pouvons maintenir une façade de cordialité parfaite avec quelqu'un qui nous a blessés, sourire à ses plaisanteries, nous enquérir de sa famille, tout en planifiant méthodiquement sa destruction. Cette dissociation entre notre comportement apparent et nos intentions réelles témoignent d'une froideur émotionnelle qui défie l'entendement humain normal. Regardez comment Sébastien, entrepreneur Sigma, traite l'associé qui a tenté de l'évincer de leur start-up commune. Au lieu de contre-attaquer immédiatement, il fait semblant d'accepter la défaite, se retire gracieusement de l'entreprise. Mais en coulisses, il utilise sa connaissance intime des faiblesses du business pour attirer tous les clients clés vers sa nouvelle venture. 3 ans plus tard, l'entreprise de son ancien associé fait faillite, tandis que la sienne prospère. La vengeance parfaite, froide, légale et dévastatrice. Notre soif de vengeance se nourrit d'un sentiment de justice cosmique perverti. Nous nous percevons comme des agents de rééquilibrage universel, chargés de punir ceux qui ont osé défier notre autorité morale. Cette mission autoproclamée nous donne le sentiment d'être au-dessus des lois humaines ordinaires. Nous devenons nos propres juges et bourreaux. Le plus terrifiant dans notre approche vengeresse, c'est notre capacité à transformer la destruction d'autrui en art raffiné. Nous étudions nos cibles comme des entomologistes observent leurs spécimens, identifiant avec une précision clinique leurs points faibles, leurs peurs, leurs attachements. Cette connaissance devient notre arsenal pour infliger la souffrance maximale avec l'effort minimal. Prenez l'exemple de Damien face à un collègue qui a saboté sa promotion. Au lieu de se plaindre aux ressources humaines ou de confronter directement l'homme, Damien découvre que ce dernier ment sur ses diplômes depuis des années. Il distille cette information stratégiquement, par petites touches, auprès des bonnes personnes. Le collègue finit par être licencié pour fraude, sans jamais soupçonner l'origine de sa chute. Damien assiste à sa destruction avec la satisfaction sereine d'un maître d'échecs contemplant un mat inévitable. Notre vengeance révèle aussi notre rapport pervers au temps. Nous préférons souvent attendre des années pour frapper plutôt que d'agir immédiatement. Cette patience n'est pas de la sagesse, c'est de la cruauté raffinée. Nous savourons l'idée que notre ennemi vit dans l'ignorance de son destin scellé, qu'il construit des projets que nous détruirons, qu'il croit avoir gagné alors que nous préparons sa défaite. La sophistication de nos vengeances nous procure une jouissance intellectuelle intense. Nous nous délectons de la complexité de nos stratagèmes, de l'élégance de nos manipulations, de la poésie sombre de notre justice. Cette esthétisation de la destruction révèle une dimension profondément perturbée de notre psyché. Le prix de cette obsession vengeresse est énorme. Elle empoisonne notre âme, nous transforme en prédateurs permanents à l'affût de la prochaine offense à punir. Cette hypervigilance paranoïaque nous épuise mentalement et nous prive de la sérénité que nous prétendons incarner. Nous devenons esclaves de nos propres ressentiments. Reconnaître cette vérité sur notre nature vengeresse est essentiel pour notre évolution. Car derrière cette soif de justice personnelle se cache souvent une blessure narcissique profonde, un sentiment d'impuissance face à l'injustice du monde que nous tentons de compenser par ces victoires pyrrhiques. L'orgueil destructeur camouflé, en confiance. Mes frères Sigma, nous voici arrivés à la révélation finale, peut-être la plus dévastatrice de toutes. Notre confiance légendaire n'est qu'un orgueil maladif, déguisé en vertu. Cette assurance que le monde entier nous envie cache en réalité une arrogance toxique qui détruit tout sur son passage, y compris nous-mêmes. L'homme Sigma a perfectionné l'art de transformer son orgueil démesuré en philosophie de vie respectable. Nous ne disons jamais « je suis supérieur », nous disons « je me suffis à moi-même ». Nous ne proclamons pas notre infaillibilité, nous refusons simplement d'admettre nos erreurs. Cette alchimie rhétorique nous permet de nourrir notre ego hypertrophié, tout en gardant une image de sagesse et de maturité.
Observez François, chef de projet Sigma dans une multinationale. Face à un échec retentissant qui coûte des millions à son entreprise, il ne présente jamais d'excuses sincères. Au lieu de cela, il analyse froidement les facteurs externes imprévisibles qui ont causé le désastre, transformant sa responsabilité en leçon de management pour ses supérieurs. Son orgueil lui interdit d'admettre qu'il s'est trompé, alors il réécrit l'histoire pour préserver son image d'infaillibilité. Notre orgueil Sigma est particulièrement pernicieux parce qu'il se nourrit de notre isolation sociale. Plus nous restons seuls, plus nous pouvons entretenir nos fantasmes de grandeur sans confrontation avec la réalité. Dans notre bulle narcissique, nous sommes effectivement les génies incompris que nous prétendons être. Le mécanisme est diabolique. Dans sa subtilité, nous développons une imperméabilité totale à la critique, non pas par force d'âme, mais par orgueil pathologique. Quand quelqu'un ose remettre en question nos décisions, nous ne nous défendons pas. Nous les disqualifions mentalement. Cette personne ne peut comprendre ma complexité, pensons-nous. Notre orgueil se manifeste aussi dans notre rapport aux échecs. Contrairement aux autres qui apprennent de leurs erreurs, nous les transformons en martyrs de notre génie. Chaque revers devient la preuve que le monde n'est pas prêt pour notre vision. Cette réécriture permanente de l'histoire nous maintient dans une bulle de grandeur factice, mais nous empêche toute évolution réelle. Le plus destructeur dans notre orgueil masqué, c'est sa capacité à contaminer nos relations les plus intimes. Nous ne pouvons pas aimer véritablement, car l'amour exige une vulnérabilité que notre orgueil interdit. Nous ne pouvons pas nous lier d'amitié authentique, car l'amitié suppose une égalité que notre arrogance rejette. Prenez l'exemple de Nicolas dans sa relation de couple. Sa compagne lui reproche sa froideur émotionnelle. Au lieu de reconnaître cette difficulté, il transforme ce défaut en qualité philosophique. « Je ne suis pas dans l'émotion primaire », explique-t-il avec hauteur, « je privilégie la profondeur à l'expressivité superficielle. » Son orgueil transforme sa peur de l'intimité en supériorité morale. Le plus terrifiant, c'est notre capacité à transformer nos victimes en bourreaux. Quand notre orgueil blesse quelqu'un, nous retournons la situation pour nous poser en incompris. La personne qui souffre de notre arrogance devient celle qui ne nous comprend pas, qui manque de maturité pour apprécier notre nature complexe. Le prix de cet orgueil déguisé en confiance est énorme. Il nous transforme en prisonniers de notre propre image, condamnés à jouer éternellement le rôle du sage infaillible. Cette prison dorée nous prive de l'humanité authentique, de la croissance personnelle, de l'amour véritable. Reconnaître cette vérité sur notre orgueil destructeur est l'étape la plus cruciale de notre évolution. Car derrière cette arrogance se cache souvent une peur panique de l'imperfection, une terreur de découvrir que nous sommes aussi faillibles que le commun des mortels. Voilà la réalité que je voulais partager avec vous aujourd'hui, mes frères. Sigma, ces 6 révélations ne sont pas des accusations, mais des invitations à la conscience de soi. Comprendre notre côté obscur n'est pas une faiblesse. C'est la démonstration ultime de notre force intellectuelle et de notre capacité d'introspection. La différence entre un homme Sigma éveillé et un homme Sigma inconscient réside dans cette acceptation. Nous ne sommes ni des anges ni des démons, mais des êtres humains complexes avec un potentiel extraordinaire, tant pour la création que pour la destruction. Notre pouvoir réside dans notre capacité à canaliser ces énergies sombres vers des objectifs constructifs. Ceux qui refusent de voir ces vérités resteront prisonniers de leurs propres illusions. Mais vous, qui avez eu le courage de regarder, dans l'abîme, vous êtes désormais armés pour naviguer dans ce monde avec une lucidité redoutable. Utilisez cette connaissance avec sagesse. C'est exactement pour ce type de révélation profonde et dérangeante que cette chaîne existe. Ici, sur Homme Sigma officiel, nous n'édulcorons jamais la vérité. Nous explorons les recoins les plus sombres de la psyché masculine pour en extraire la sagesse authentique. Si vous voulez continuer ce voyage vers la connaissance de soi, abonnez-vous maintenant,
car les vérités que nous révélons ne se trouvent nulle part ailleurs, et elles pourraient bien transformer votre existence de manière irréversible. La question n'est plus de savoir si vous acceptez votre côté obscur, mais comment vous allez l'utiliser pour forger votre destinée.